Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. Si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous savez que je demande à mes invités s'ils sont éco-anxieux. Mais avant de poser cette question aux autres, j'aurais peut-être dû me la poser à moi-même. Parce que ce n'est pas si simple de répondre par un oui ou par un non. Et parce que l'éco-anxiété, ça parle à certains, mais pas à tout le monde. On peut se la prendre en pleine poire après un électrochoc, mais on peut aussi l'intérioriser. Et dans ce dernier cas, certains agissent sur tous les fronts pour ne pas avoir à réfléchir. C'est une forme de déni. Et je crois que grâce à cet épisode, j'ai découvert que c'était un petit peu mon cas. Alors agir c'est bien, mais si l'on prend plus soin de la planète que de soi-même en jouant aux super-héros, on finit par tomber dans ce que l'on appelle le burn-out militant. Et là, on ne sert plus à personne. Alors comment repérer les symptômes de l'éco-anxiété ? Est-ce que c'est réservé aux jeunes ? Et finalement, est-ce que ce ne serait pas un peu plus sain si on l'était tous ? Pour mettre des mots sur les mots, je me suis tourné vers une spécialiste du domaine. Bonjour Hélène Jalin. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir à Nantes. Alors cette fois, je prends mon micro et je vais dans l'ouest de la France. Ville que j'aime particulièrement parce que je suis supporter du FC Nantes. Voilà, tout le monde se moque de moi à cause de ça, mais comme ça, voilà, les présentations sont faites. Je fais toujours parler mes invités, mais là, c'était le petit moment personnel. Donc très heureux de venir dans cette ville et merci beaucoup de me recevoir dans cette faculté. Ce qu'on se disait juste avant l'émission, très moderne. Donc Hélène Jalin, aujourd'hui on va parler d'éco-anxiété. Ce sera le grand sujet de notre podcast parce que vous êtes psychologue clinicienne, docteur en psychologie et vous venez de finir votre thèse justement. Donc vous allez passer en post-doctorat, vous m'expliquez ça juste avant. Donc je vais vous poser justement la question là-dessus. Mais avant de parler d'éco-anxiété, parce que je me suis demandé comment est-ce qu'on fait pour devenir psychologue clinicienne et ensuite s'intéresser à l'éco-anxiété. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait comme étude pour ça ? Et en fait, je me suis rendu compte que vous aviez eu une première vie, finalement, avant de faire ça, puisque vous avez étudié à AgroParisTech. Et ensuite, vous avez travaillé au service foncier du Conseil général de Loire-Atlantique. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé de l'un vers l'autre ? Je pense que la psychologie, c'est quelque chose qui me travaille depuis très longtemps, notamment parce que j'ai dû soigner mes propres névroses, comme beaucoup de gens, et que c'était un peu mon premier choix de vie, en réalité, sauf que dans ma famille, c'était pas tellement possible de faire ce type d'études, et on avait le choix entre, en gros, classiquement, ingénieur ou médecine. Donc j'ai choisi ingénieur. Effectivement, j'ai fait des études d'agronomie. J'ai eu une première partie de vie dans la coopération internationale, du coup, qui m'a amené à pas mal prendre l'avion, voyager, travailler à l'extérieur. Et puis, je suis rentrée en France, effectivement, et j'ai travaillé en bureau d'études, puis au sein du conseil départemental de Loire-Atlantique, effectivement, où j'ai occupé des postes très en lien avec l'environnement, avec l'agriculture, jusqu'au moment où tout ça n'a vraiment plus beaucoup de sens pour moi. Et ça a coïncidé d'ailleurs avec un peu mon entrée dans l'éco-anxiété aussi, mais je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, mais une espèce d'effondrement individuel, ça y est, j'utilise le terme effondrement, qui m'a amenée à reconsidérer à peu près tous mes choix de vie et à me lancer cette fois dans les études de psychologie que j'aurais toujours eu envie de faire. Bon, c'est un peu la crise de la quarantaine, on va dire, aussi, mais c'était globalement une grande perte de sens. Et donc, j'ai repris le cursus à l'université. On va en parler de cette thèse. Mais avant, il y a quand même un fil conducteur entre vos premières études et les secondes, c'est l'environnement. Est-ce que vous avez eu un grand soir écologique ou est-ce que c'est un sujet qui est rentré dans votre vie peu à peu ? Et je pense que paradoxalement, mon entrée dans l'écologie date du moment où je me suis installée à la campagne. Parce que moi, je suis une banlieusarde parisienne d'origine. Donc j'ai assez peu vécu en lien avec la nature. Et mon arrivée dans un lieu de nature, en fait, m'a amenée à percevoir bien plus qu'avant le changement des saisons et m'a reconnectée beaucoup à la nature, parce que j'ai une forêt autour de chez moi. C'est cette perception-là, à mon avis, qui m'a fait rentrer dans l'écologie. Alors évidemment, j'avais des valeurs de gauche, ma famille est de gauche, donc je pense que ça a facilité aussi les choses, on va pas se mentir. Mais c'est cette reconnexion à la nature, pour moi, qui m'a fait rentrer résolument dans l'écologie, au sens où il y avait une assise émotionnelle à ça. Oui, donc déjà toute petite, Ouais. vous aviez cette appétence. Alors vous avez un site internet à votre nom, et donc sur votre site, vous vous dites passionné
par la psychologie de la transformation environnementale. Est-ce que vous avez un lien, alors vous avez parlé donc de votre lien physique, justement, avec le changement climatique. Est-ce que vous avez aussi un lien émotionnel et est-ce que vous avez déjà été victime physiquement ou émotionnellement directement du changement climatique ? Moi, je pense qu'on l'est tous un peu. Hein. Quand on a vécu une canicule, on l'est quelque part un peu. Pas plus que d'autres, hein, je pense. Émotionnellement, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est ce qui me fait énormément souffrir, c'est de voir les atteintes à la nature. Vraiment, enfin, je suis allée en randonnée cet été dans les Pyrénées et on était vraiment vers le 20 août, quelque chose comme ça, et les arbres étaient oranges, mais tous. Et ça m'a énormément peinée. Ça m'a presque gâché mes vacances. Donc, je ne sais pas si c'était un peu le sens de votre question, mais oui, il y a pour moi un lien de connexion évident avec la nature et toute atteinte portée à la nature me porte atteinte à moi aussi. Donc, en fait, c'est très difficile à vivre les étés caniculaires pour moi parce que je ressens, enfin, presque dans mon corps, ces atteintes portées à la nature par le trop de chaleur, le pas assez d'eau, toutes ces choses-là. Oui. Alors, vous avez évoqué votre thèse il y a quelques minutes, donc vous l'avez finie, ça y est. Cette thèse, elle porte sur les facteurs psychologiques de développement et de maintien de l'éco-anxiété, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je pose une question à toutes et tous mes invités dans ce podcast, c'est êtes-vous éco-anxieux ou éco-anxieuse ? Alors, cette question, j'avais très envie de vous la poser, évidemment, à vous aussi, qui travaillez sur le sujet. Êtes-vous éco-anxieuse ? Moi, je pense que vos auditeurs l'ont deviné. Hein. Oui, bien sûr. Je suis éco-anxieuse, j'assume complètement de l'être. J'ai une forme d'éco-anxiété qui s'inquiète moins, finalement, pour l'avenir de notre civilisation que pour notre capacité collective à réussir à faire les changements qui s'imposent, à la fois pour préserver le monde vivant, mais aussi pour l'avenir de ma fille, notamment, dont je m'inquiète un peu dans quel monde elle va vivre. Donc oui, je suis éco-anxieuse. Et est-ce Coming out. Alors, non, mais j'aime bien poser cette question. Parce que, alors, moi, je m'attendais... Alors là, on est déjà au 15e épisode de Comment est votre climat. Je m'attendais à avoir presque un 50-50. Et en fait, finalement, j'ai assez peu d'invités éco-anxieux. Et justement, l'argument qu'ils me donnent en général, c'est que leur remède, c'est l'action. Et on aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie de l'émission. Alors, je vais aussi vous poser une question que je pose régulièrement. Je me doute un petit peu de la réponse. C'est est-ce que vous percevez la vie aujourd'hui comme vous la perceviez il y a 10 ans ? Est-ce que... Alors, pas forcément de ce que vous voyez de vos propres yeux, un peu comme la forêt des Pyrénées dont vous venez de parler, mais est-ce que votre perception même de la vie a été modifiée ? Ah, considérablement, par tout ce que j'ai traversé, mon effondrement individuel, mais aussi l'entrée dans l'éco-anxiété qui m'a amené à avoir une perspective bien plus extérieure. Je pense que c'est vraiment un des premiers apports de l'entrée dans quelque chose de plus émotionnel. On regarde la société de l'extérieur et on se dit, mais en fait, sur quoi repose tout ce que je pensais vrai avant ? Et on re-questionne certains dogmes, par exemple le fait que la consommation est une forme de liberté, qui est quand même un dogme sur lequel on est tous assis plus ou moins consciemment. On re-questionne le dogme de la science nous sauvera, on re-questionne nos modes de vie qui ne nous rendent pas spécialement heureux. Et je me suis rendu compte, moi personnellement, qu'un alignement avec mes propres valeurs, c'était mon chemin de vie, et ça devrait être le chemin de vie de tout le monde. Donc mes valeurs elles-mêmes, elles ont évolué, mon identité personnelle a évolué. Je suis beaucoup plus tranquille, beaucoup plus... Paradoxalement, en étant plus éco-anxieuse maintenant, je suis beaucoup plus tranquille avec moi-même. Parce que vous êtes plus alerte aussi peut-être sur le sujet ? Parce que je suis plus alignée. Plus alignée ? Ouais. Et est-ce que vous êtes plus optimiste ou pessimiste du fait de travailler sur ce sujet ? Je suis plus pessimiste. Plus pessimiste. Ouais. Ah oui. Je travaille beaucoup. Alors, l'éco-anxiété, ça a été un de mes sujets, mais maintenant, mon sujet, c'est plutôt d'expliquer les phénomènes de déni, la psychologie du blocage, hein, tout clairement. Et une fois qu'on a compris d'où venait le déni et qui vient notamment de cette perception d'incontrôlabilité, plus la crise va devenir incontrôlable, plus on aura des réactions effectivement plus fortes de déni qui sont déjà à l'œuvre et qui vont se confronter à d'autres réactions qui sont plus d'éco-anxiété, mais il va y avoir une polarisation croissante de la société dont je ne sais pas à quoi elle peut aboutir. Donc c'est peut-être un pessimisme lié à une situation de transition qui va peut-être durer quelques temps, on ne sait pas trop. Mais on voit bien dans l'actualité actuelle que les choses sont vraiment en train de se crisper, qu'il y a de la polarisation partout et que les gens n'arrivent plus à se parler. Donc c'est plutôt ça qui me rend assez pessimiste.
Hélène Jalin, je vais commencer la deuxième partie de l'émission. Rentrons dans le cœur du sujet, l'éco-anxiété. Alors, je pense que j'ai fait une petite erreur, parce que l'objectif de ce podcast, c'est de percer la bulle. En fait, j'ai un peu le sentiment que nous, les écolos, enfin, j'aime pas dire les écolos, parce qu'il n'y a pas un écolotype, mais les gens sensibles à l'écologie, on vit un peu dans notre bulle. Et j'ai parlé d'éco-anxiété comme si tout le monde savait ce que c'était, finalement. Mais peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est l'éco-anxiété ? L'éco-anxiété, c'est une réaction émotionnelle face à la crise environnementale, donc crise climatique et crise de la biodiversité, qui peut amener un inconfort psychologique au mieux et un vrai mal-être psychologique au pire. Alors le terme d'éco-anxiété se focalise un peu trop pour moi et pour beaucoup d'auteurs sur l'anxiété, qui est quelque chose qui est considéré comme pathologique pour beaucoup. Mais maintenant, ce qu'on a tendance à faire dans la recherche, c'est qu'on englobe là-dedans tout ce qui est éco-émotion. Donc là-dedans, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la culpabilité, il y a de l'anxiété, évidemment, mais il n'y a pas que de l'anxiété. Et quels sont les symptômes précoces, par exemple ? Alors ensuite, on parlera peut-être des symptômes plus de long terme, mais quels sont les premiers symptômes qui devraient nous alerter ? Alors c'est toujours un peu compliqué de répondre à ces questions-là parce qu'on peut rentrer brutalement dans l'éco-anxiété, ce qui est pour moi la majorité des cas, mais on peut aussi rentrer très progressivement du simple fait qu'on ait des valeurs écologiques qui nous amènent à être attentifs à ces sujets-là. En général, les symptômes psychologiques, psychopathologiques sont liés à une entrée brutale. Parce que on voit, enfin, on est confronté à une perception de l'univers, enfin de la civilisation, qui est à contre-courant complet de tout ce qu'on peut imaginer avant. Et donc, en fait, on entame une espèce de deuil, mais ça va se percuter avec notre identité, avec toutes nos façons de voir le monde qui existaient au préalable. Et donc, ça va créer une espèce de court-circuit intérieur qui va nous amener à être... Enfin, si je parle de ma propre entrée dans l'éco-anxiété, qui est quand même assez traditionnelle, assez classique, des difficultés à dormir, une perte d'appétit, en fait, le fait de tourner en boucle sur ces sujets-là et d'aller constamment chercher des nouvelles informations pour essayer de se rassurer, mais comme on trouve assez peu d'informations rassurantes, on se rassure pas trop. Donc on continue à chercher, donc on arrive dans des boucles comportementales où on passe du temps à s'exposer en fait à l'objet de notre inquiétude. Donc qui vont nous faire beaucoup ruminer. Donc voilà, c'est ça ces symptômes principaux qui doivent commencer à alerter. Alors pour moi, alerter n'est pas vraiment le terme. Quand on rentre dans l'éco-anxiété, il faut en passer par ces symptômes. C'est en fait notre manière à nous d'intégrer une information qui se percute avec tout ce qu'on pensait rassurant avant. Donc il faut se prendre ce choc émotionnel et ensuite il faut apprendre à le réguler. Ce qui va nous alerter, c'est quand cette période de mal-être psychologique dure trop longtemps, en fait. Donc en fait, si je comprends bien, on a plus de chances en fait, d'être éco-anxieux quand on a entre guillemets un grand soir de l'écologie, une espèce de grande claque, plutôt que lorsqu'on apprend les choses un peu au fil de l'eau, petit à petit. Et donc vous parlez de ces symptômes-là. Et quand est-ce qu'on doit aller consulter selon vous ? Est-ce que quand on n'arrive pas à dormir et qu'on se questionne, c'est déjà trop tard ? Alors non, ne pas réussir à dormir et se questionner, ça peut être un passage obligé, parce que comme je viens de le dire, on a besoin d'intégrer une réalité. En général, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, certaines fois, pour moi ça a duré plusieurs mois, on va avoir ce niveau d'éco-anxiété qui va commencer à baisser parce qu'on met en place des stratégies qui vont nous amener à réguler notre stress. On va se rapprocher de personnes qui nous ressemblent, avec lesquelles on peut parler, on va aussi mettre des stratégies de gestion du stress habituel, on va faire du sport, on va essayer de se changer les idées et on va faire tous ces petits deuils successifs de notre perception préalable du monde et donc le niveau d'éco-anxiété va baisser et donc ça va devenir vivable. En fait, on rentre dans une éco-anxiété qui est chronicisée, qui est en termes émotionnels supérieure à la phase préalable de déni, mais qui va être beaucoup plus facile à vivre. Et donc là où on doit s'inquiéter, c'est quand ça dure trop longtemps et que ça ne baisse pas. Donc, quand ça dure 1 an, 2 ans, moi j'ai des personnes qui viennent me voir qui sont vraiment dans une éco-anxiété forte depuis 2 ans. Et là, ce qu'on a tendance à dire, on parle de trouble de l'adaptation, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'adapter en fait. Il y a quelque chose qui est trop infractant, qui est trop difficile à vivre et qu'on n'arrive pas à digérer. Et donc là, on peut rentrer dans des formes d'éco-anxiété pathologiques. Mais on est vraiment sur quelques pourcentages de la population. On est une petite partie des gens qui sont dans cette difficulté-là. Et là, oui, effectivement, il est recommandé d'aller consulter.
Et quelles sont vos méthodes de diagnostic? Par exemple, si je viens vous voir, je dis voilà, je pense être éco-anxieux, voilà, je vis l'effondrement moi-même. Est-ce que vous allez me poser des questions sur mon ressenti, sur qui je suis, sur mon profil? Est-ce qu'il y a un profil type? Alors déjà, la première chose que je vais vous demander, c'est depuis combien de temps? Parce que j'ai des personnes qui viennent me voir en disant voilà, je me percute avec de l'éco-anxiété, et je leur explique exactement ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire il y a un temps d'intégration qui peut varier d'une personne à l'autre, mais il est normal. En fait, vraiment, s'il y a un message à passer, c'est que l'éco-anxiété n'est pas un problème en soi. C'est la manifestation émotionnelle que tout un chacun devrait ressentir face à une crise qui est quand même une crise dramatique à l'échelle de l'humanité. Je pense la pire crise que traverse l'humanité depuis sa naissance. Et donc, il est normal d'avoir des réactions émotionnelles face à ça. Ce qui est moins normal, c'est de ne pas en avoir. Donc, c'est une prise de conscience saine, finalement. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que le cœur du rôle des émotions, c'est de nous pousser à l'action. Donc, en fait, tout le monde devrait être éco-anxieux. Alors, moi, je pense que ça... J'ai écrit il n'y a pas très longtemps un article pour le JECO, là, qui s'appelle « Est-ce que l'éco-anxiété va sauver notre civilisation ?» Je vais vous en parler de cet article. Je suis intimement persuadée que si on percute la réalité sur le plan émotionnel et non pas uniquement conceptuel et théorique, on va être tous amenés à évoluer, ou en tout cas à vouloir que les choses évoluent. Alors ce JECO, je vous en parlerai, parce qu'en fait, j'ai découvert le JECO grâce à vous. Voilà, je ne savais pas ce qu'était le JECO. Je ne savais pas que le GIEC avait un équivalent pour les changements de comportement. Donc ça m'intéresse beaucoup. Mais justement sur ce patient type, moi j'ai l'impression que... Alors c'est peut-être une image faussée des médias grand public, hein, je ne sais pas. J'ai l'impression que il n'y a que les jeunes qui sont éco-anxieux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous voyez aussi des adultes et peut-être même des seniors aussi qui sont éco-anxieux? C'est beaucoup l'image qui est renvoyée par la presse, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai fait plusieurs études. Alors, il y en avait qui montraient que, effectivement, les jeunes étaient un peu plus éco-anxieux. Mais j'en ai d'autres qui n'ont pas trouvé de grande différence entre des personnes plus âgées qui vont aussi avoir des raisons de s'inquiéter pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs enfants. En fait, ce qu'on constate de façon générale, c'est qu'il y a effectivement une grosse baisse de l'éco-anxiété à partir de 60-65 ans, parce qu'on est sur des générations qui vont être moins concernées par les conséquences de la crise environnementale. Mais avant, on a des personnes de 40-50 ans qui sont très éco-anxieuses. Et en fait, je crois que l'étude récente menée par l'ADEME montre que les personnes les plus éco-anxieuses sont entre 30 et 40 ans. Donc il y a plutôt une baisse actuelle de l'éco-anxiété chez les jeunes qui est pour moi assez inquiétante. Ah, la baisse de l'éco-anxiété chez les jeunes vous inquiète? Ouais. Parce qu'une baisse de la prise de conscience? Je pense oui. Et moi-même, je donne des cours depuis plusieurs années à l'Université de Nantes et je donne toujours ce cours sur l'éco-anxiété. Et je constate, à chaque fois je fais un petit sondage auprès de mes étudiants et je constate qu'il y a moins d'inquiétude maintenant qu'il y a quelques années. Parce que les jeunes s'intéressent peut-être moins. Alors, on parle souvent de la génération climat. Il se trouve que quand on regarde les études d'opinion, la génération climat n'existe pas factuellement. Il y a une génération qui s'y intéresse. Ensuite, les beaucoup plus jeunes, plutôt collégiens, s'y intéressent. Mais entre les deux, il y a une espèce de trou. Voilà, on sait que les deux générations qui prennent le plus l'avion, c'est les 18-24 et les 25-34. Et ensuite, c'est les retraités parce que plus de temps, plus de pouvoir d'achat, etc. Okay. C'est quelque chose que vous voyez, vous, directement à l'université. Et justement, comment vous l'interprétez? Est-ce que cette génération-là, est-ce que c'est pas juste une passade parce qu'on est en université, on est pendant ses études, on aime bien voyager et en fait on s'inquiétera du climat plus tard, quoi? Oui, il y a cet effet on va se préoccuper d'abord des sources d'anxiété qui sont plus proches et plus actuelles et immédiates dans nos vies. On a aussi, mais alors là c'est très très personnel ce que je vais vous dire, mais je pense à un système éducatif qui va favoriser la répression des émotions, qui n'est pas encore tout à fait mis en place en primaire et au collège. Finalement, c'est les collégiens qui expriment le plus d'éco-anxiété. À partir du lycée, ça commence à se refermer. On fait rentrer les jeunes dans une logique compétitive, de performance, etc., qui va nous amener à cette répression émotionnelle qui va ensuite perdurer très longtemps dans nos vies et qui est pour moi très très regrettable. Mais évidemment, dans une société de performance, on a besoin de pas trop écouter ses émotions pour pouvoir passer 8 heures par jour à faire un bullshit job ou à être devant un ordinateur. Donc c'est aussi ce qui tient nos sociétés debout. Et donc je pense que vraiment ces jeunes, on leur dit que globalement que ça va être très compliqué pour eux, qu'on ne sait même pas s'ils vont trouver du travail, qu'on ne sait pas dans quelle
le monde y vive parce que la guerre est à nos portes. En fait, ils ont plein de formes d'anxiété concurrentielle qui vont peut-être les amener à repousser à plus loin des sources d'anxiété moins immédiates. Oui, finalement, on a des sources d'anxiété plus court-termistes, vous le disiez, la guerre aux portes de l'Europe, pouvoir d'achat, etc., crise économique, et forcément, on pense peut-être un petit peu moins à ça. Il y a une question qui me taraude depuis un moment. Est-ce qu'on peut être éco-anxieux sans le savoir ? Vous parliez tout à l'heure, par exemple, de vos invités qui disaient qu'ils n'étaient pas éco-anxieux parce qu'ils agissaient. Moi, je trouve qu'il y a toujours un paradoxe parce que l'action, quelle qu'elle soit, est toujours poussée, est toujours motivée par des émotions. S'ils trouvent autant d'énergie pour aller s'engager dans ces sujets-là, c'est qu'ils sont poussés par des émotions. Donc peut-être qu'ils ne mettent pas ce terme d'éco-anxiété, mais ils sont quand même poussés par une inquiétude, une forme d'impuissance qui vont conjurer par l'action. En tout cas, c'est mon cas. Et donc peut-être par une éco-anxiété sous-jacente qui existe, mais qu'ils ne perçoivent pas eux-mêmes, puisqu'elle se transforme directement en action. Finalement, je pense que selon leur perception à eux, les éco-anxieux sont des gens qui sont tétanisés chez eux, dans leur lit, en train d'attendre la fin du monde. Or, pour moi, l'éco-anxiété, elle se manifeste chez ces gens-là, puisqu'elle les pousse à l'action. Le problème, c'est quand on considère l'éco-anxiété comme quelque chose de pathologique. Et c'est pour ça que la plupart des gens disent « non, moi je suis pas dans une pathologie ». Non. Et en fait, si on considère l'éco-anxiété comme juste des émotions normales, adaptées face à une situation qui ne l'est pas, qui est problématique, eh bien, je pense que tous ces gens-là sont réellement un petit peu éco-anxieux quand même. À vous écouter, je suis en train de me dire que je suis peut-être un peu éco-anxieux. Finalement, c'est vrai que j'ai un peu la bougeotte et je me dis pas éco-anxieux, mais finalement, je le suis peut-être un petit peu. Il y a un terme que j'ai vu il y a pas longtemps, c'était à travers le livre de Martin Hirsch, qui parle de solastalgie. Oui. J'ai pas bien compris la différence entre éco-anxiété et solastalgie. Quelle est la différence ? Alors la solastalgie, c'est un néologisme qui a été inventé par Glenn Albrecht, qui est un philosophe australien, et il décrivait la solastalgie chez les peuples primitifs, qui vivaient à proximité des grandes mines de charbon qui ont été développées donc en Australie, et qui vraiment étaient des énormes mines à ciel ouvert avec un boucan pas possible, des nuages de fumée, etc. Et en fait, c'était décrit pour parler du fait que l'environnement naturel de ces peuples ne leur apportait plus de réconfort du fait de cette transformation terrible de la mine qui avait en fait tout saccagé dans leur environnement. Et donc, si on généralise un peu ce terme, on peut parler de vraiment de nostalgie de mon environnement naturel qui a disparu du fait de l'urbanisation, du fait des canicules. Voilà. Typiquement, tout à l'heure, quand je vous parlais de ma tristesse face aux arbres oranges, c'était vraiment de la solastalgie que je ressentais, en fait. C'était de la tristesse face à l'évolution, au fait qu'on abîme la nature, les espaces naturels autour de nous. D'accord, donc c'est plus une nostalgie, alors enfin j'allais dire matérielle, c'est pas le bon mot, c'est pas vraiment matériel, un arbre ou la nature, mais c'est vraiment la nostalgie d'une nature passée qu'on a connue et qui ne reviendra pas, d'accord. Et est-ce que cela peut se comparer par exemple à un burn-out, ou alors à un isolement, une dépression ? C'est vrai que l'éco-anxiété, c'est par exemple, autour de moi, l'éco-anxiété, c'est un terme qui parle finalement assez peu. À quoi je pourrais le comparer ? Déjà, est-ce que c'est comparable ? Et à quoi je pourrais le comparer ? Est-ce que c'est un burn-out mental de l'écologie ? Non, pour moi, c'est l'arrivée c'est la sortie du déni, en fait. C'est vraiment de se prendre de plein fouet des émotions associées à une réalité qu'on n'avait jusqu'à présent pas perçue. C'est un peu, pour moi, c'est sortir de la matrice, quoi. Alors le burn-out, peut-être l'équivalent, le lien que je pourrais faire entre l'éco-anxiété et le burn-out, c'est la perte de sens. L'épidémie de burn-out qu'on traverse à l'heure actuelle, elle est vraiment très liée à mon avis, une perte de sens dans nos emplois, et au fait que si on occupe par exemple un bullshit job, on peut se percuter avec la réalité de la crise environnementale et se dire mon travail n'a aucun sens. Et d'ailleurs, je pense que l'éco-anxiété a pu susciter des burn-out. D'ailleurs, c'est une réflexion qui est intéressante, qu'il faudrait que je creuse. Et voilà, je vous donne un sujet supplémentaire. Mais vraiment, si on devait faire une comparaison sur le plan pathologique, donc l'éco-anxiété pathologique, c'est plutôt ce qu'on appelle un trouble de l'adaptation, c'est-à-dire l'incapacité psychique de s'adapter à une réalité qu'on a perçue et qui est trop grosse pour nous. C'est vraiment ça.
Et alors, parfois, on entend quelque chose, c'est une question qui est volontairement provocatrice, que j'ai déjà entendue. C'est en fait, quand on se lève le matin et que notre problème, c'est l'environnement, c'est l'écologie, et c'est pas comment est-ce que je vais remplir mon assiette et est-ce que je vais trouver un travail, est-ce que parfois, c'est pas un peu un problème de riche ? Ouais, ça, on l'entend beaucoup. Je pense pas, parce que déjà, c'est les pauvres qui vont être le plus touchés par la crise environnementale. Donc, pour moi, c'est un problème de pauvres aussi, et avant tout. D'ailleurs, il y a beaucoup d'égoïsme à considérer les choses de notre petit prisme de pays riches. Ceci étant, quand on demande, par exemple, à des populations quelle est leur principale préoccupation, et qu'on compare d'un pays à l'autre, il y a une enquête qui est conduite chaque année par EDF et qui montre ça, c'est loin dans la liste des priorités pour les Africains, par exemple. Ça arrive en 10e position, alors que ça peut être une priorité plus importante pour des pays plus riches. Pour moi, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une préoccupation, ça veut dire qu'il y a d'autres préoccupations plus immédiates. Et les fameuses priorités plus court-termistes dont on parlait. Fin du mois, fin du monde, voilà, c'est ça. D'accord. Et ça, vous le voyez plutôt dans les pays en voie de développement ? Eh bien, l'Afrique, le Moyen-Orient sont les pays où l'environnement, la préoccupation environnementale arrive en dernier. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres préoccupations, et il y a une étude un peu plus ancienne, 2021, je crois, qui montre que les niveaux d'éco-anxiété sont les plus forts dans des pays comme l'Inde ou les Philippines, par exemple, qui sont des pays qui sont extrêmement percutés par les événements climatiques extrêmes, et donc qui sont aux premières loges de ça. Et donc on a beaucoup chez les jeunes, notamment dans ces pays-là, d'éco-anxiété. Ah, donc là, c'est plutôt la jeunesse. Alors là, l'étude porte sur la jeunesse, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas chez les personnes plus âgées, mais en tout cas, cette étude s'intéressait aux 16-25 ans. 16-25 ans, ah oui, d'accord, donc c'est là que je me rends compte que je ne suis plus tout à fait jeune. On a beaucoup parlé donc de ce qui est l'éco-anxiété, du constat. Alors c'est vrai, moi je m'intéressais au sujet, là j'y vois beaucoup plus clair. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des solutions. Alors voilà, je suis venu vous voir, je suis éco-anxieux. Alors ensuite, vous me disiez, voilà, est-ce que ça peut durer quelques temps, mais ça peut aussi durer 1 an, 2 ans, et là on a un souci d'adaptation. Comment est-ce qu'on peut aider les gens victimes d'éco-anxiété ? Alors déjà, est-ce qu'il y a un remède générique qui peut déjà aider un petit peu tout le monde ? Et ensuite, comment est-ce que vous aidez les gens au cas par cas ? Il y a un journaliste qui m'avait demandé une fois s'il fallait absolument prendre des antidépresseurs pour je dis mais non, justement, on a des émotions qui ont enfin émergé, cultivons-les. En fait, vraiment, en thérapie, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire le lien avec la vie personnelle de la personne. Déjà, si des personnes sont éco-anxieuses depuis 2 semaines, globalement, je leur dis je peux vous aider à traverser ça, mais c'est pas un problème. En fait, il y a 2 types de personnes éco-anxieuses. Il y a celles qui sont anxieuses à la base, et qui donc vont avoir un espèce de biais de négativité qui va les amener à voir tout ce qui ne va pas dans le monde, et qui vont se surajouter cette forme d'anxiété-là par rapport à toutes les autres. Donc là, on va traiter le problème de l'anxiété, puisque c'est des personnalités qui sont anxieuses à la base. Mais il y a toutes ces autres personnes qui sont des personnes qui ne sont pas spécialement anxieuses et qui juste se percutent ponctuellement à une réalité qui est un peu trop grande pour elles. Et donc à ces personnes-là, je leur dis, globalement, vous allez traverser une période un peu compliquée, mais c'est normal. C'est-à-dire, toute personne à votre place traverserait cette période-là, et ce serait un peu compliqué pour elle. Je l'ai traversée moi-même, en général, je leur dis. Mais ensuite, vous allez mettre en place des ressources individuelles, et vous allez traverser ça. Le problème, c'est quand, effectivement, ça dure dans le temps. Et là, on va s'intéresser à voilà, qu'est-ce qui crée ce fait que ça dure dans le temps. Moi, je me rappelle d'une patiente qui donc, était éco-anxieuse depuis 2 ans très fortement, et en fait, qui, au bout de 2 ans, passait encore des heures dans la journée à se renseigner sur ces sujets-là, sans se mobiliser personnellement. Alors, elle était exemplaire sur le plan de ses propres comportements, mais elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle faisait dans son emploi, elle n'était pas non plus satisfaite de ce qu'elle faisait dans sa vie, elle se trouvait pas suffisamment d'engagement, collectif notamment, et donc elle était dans une culpabilité, dans une forme d'exposition. Sa seule façon d'agir, c'était de s'exposer à des mauvaises nouvelles. Donc elle était effectivement pas bien du tout, et donc là on a travaillé sur qu'est-ce qui pouvait changer dans sa façon d'aborder les choses, dans sa vie, dans ce qu'elle pouvait faire au quotidien. Peut-être que l'exposition aux mauvaises nouvelles, c'était pas forcément la meilleure solution, et qu'il fallait peut-être trouver une autre manière de s'engager. Et sur le climat, des bonnes nouvelles, il y en a malheureusement pas tous les jours, beaucoup, ouais. Mais il y en a quand même quelques-unes, il faut les mettre en avant. Parce que finalement, l'éco-anxiété aussi, si je comprends bien, ce qui nous paralyse, c'est qu'en fait, on veut se battre contre quelque chose qui est plus grand que nous. On veut participer, alors c'est le fameux colibri, la métaphore vaut ce qu'elle vaut, mais on est une goutte d'eau, et on se dit voilà, plus je suis dans l'action, plus je vais aider.
Et on voit que le problème ne fait que s'aggraver et que finalement on n'a pas forcément aidé, même si chacun le fait, on aide un petit peu. C'est pour ça que je posais la question, est-ce que le meilleur remède c'est l'action? Et c'est là, après votre réponse, que je me suis rendu compte que j'étais un peu éco-anxieux. D'ailleurs, c'est un des problèmes qu'on commence à voir, c'est le burn-out militant. Donc les personnes qui transcendent leurs éco-émotions par l'action, probablement comme celle des personnes que vous avez interrogées, probablement comme vous-même, mais qui, les émotions augmentant, étant de plus en plus confrontées à une forme de désespoir, d'impuissance, etc., vont agir. Et moi, j'avais des patients qui étaient dans 10 associations environnementales différentes, qui passaient 70 heures par semaine à agir, et on finit par se cramer un peu. Donc c'est un peu, maintenant, quand on intervient auprès de collectifs militants, on leur dit que la santé de la planète est aussi importante que leur santé individuelle, et qu'il faut trouver des moments de ressourcement, en fait, de faire un peu autre chose aussi que... Donc il faut... Enfin, vous préconisez d'agir, ça c'est une chose, mais dans une certaine mesure... parce qu'après, on va avoir un problème qui, là, est pour le coup beaucoup plus court-termiste, qui est notre santé. Notre santé personnelle. Et de toute façon, c'est ce que je leur dis, c'est que si tu te crames et si tu es en burn-out, tu vas servir à personne. Donc, oui, on ne pourra pas aider la cause environnementale. Ouais. Vous avez parlé du GIECO tout à l'heure, donc justement, j'allais y venir. J'ai vu dans vos publications GIECO, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, c'est l'équivalent du GIEC, mais pour les changements de comportement. Alors, c'est pas exactement l'équivalent du GIEC parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance des États, cette validation par les États, il n'y a pas tout ce processus qui est très compliqué pour le GIEC. Mais c'est un groupe d'experts intergouvernemental, un peu sur ce modèle. Pas intergouvernemental, mais international. C'est une initiative de la société civile qui est portée par notamment Jacques Fradin, qui est un médecin français et qui donc s'est intéressé, a essayé de coordonner une initiative des scientifiques. Et donc à produire un rapport sur les facteurs humains qui est pour nous un peu le principal problème, puisque les solutions techniques et financières on les a, mais maintenant le passage à l'action, le blocage il est humain pour l'essentiel, et donc il est vraiment important maintenant dans nos politiques de transition environnementale de s'intéresser à la manière de faire passer en fait ces réformes sans créer des résistances, en tenant compte des émotions que ça suscite, en tenant compte des réactions de déni, des réticences au changement, enfin tous ces aspects-là qui sont pour nous au cœur du problème de l'inaction climatique notamment. Et donc on est avec plusieurs chercheurs, pas mal de chercheurs, je crois 76, à avoir produit ce premier rapport où on propose déjà des pistes de solutions. Et donc vous sentez qu'il y a un engouement, qu'il y aura un deuxième rapport avec encore plus de chercheurs et que petit à petit c'est un sujet qui va faire son livre. Vous l'avez senti ça, au moment de l'écriture? Il y a un deuxième rapport qui va être en cours de préparation et qui répond à toutes les normes scientifiques. Donc, par contre, ce dont on a besoin maintenant, c'est qu'on en parle plus de cette démarche, qu'elle commence à vraiment prendre de la puissance aussi au niveau des décideurs publics, parce que pour l'instant, notamment le ministère de l'écologie qu'on avait contacté pour la soirée de lancement est quand même assez frileux sur ces questions-là. Pour l'instant, ça n'a pas encore tellement intégré les entreprises. Alors, on se donne bonne conscience en faisant une fresque du climat où on parle 10 minutes d'émotion, mais en fait, ce qui va embarquer le changement, c'est vraiment de créer vraiment ces émotions et surtout de s'en servir et de les mobiliser pour qu'elles soient des moteurs de changement. Pourtant, la santé mentale est la grande cause cette année en France. Vous n'avez pas senti le passage à l'acte ? Je sais pas. Alors peut-être que vous savez mieux que moi, mais j'ai pas l'impression que dans les démarches RSE des entreprises, il y a encore beaucoup. Je parlais de la santé. Je parlais du gouvernement qui a défini la santé mentale comme une grande cause. Je ne perçois pas beaucoup de changements de ce point de vue-là. Ouais. Et dans le GIECO, justement, dans ce rapport, votre article, il s'appelle « L'éco-anxiété sauvera-t-elle notre civilisation ?» Question large. Un peu coup de poing. Un peu coup de poing, oui. C'est que, quand j'ai vu la question, je me dis vaste réponse. Je vous pose la question. L'éco-anxiété sauvera-t-elle notre civilisation ? Mais c'est toujours ce que j'ai dit, ce que je dis tout le temps en fait. C'est les émotions sont les moteurs du changement. Pour l'instant, l'émotion qui domine dans nos sociétés, c'est la peur du changement qui nous pousse à ne pas agir. Donc dès lors qu'on va faire émerger ces émotions qui vont nous amener à conscientiser sur le plan, encore une fois, émotionnel et non plus théorique, la réalité de la crise environnementale, on va être poussé à agir. Et d'ailleurs, les études le montrent toutes. Plus on est éco-anxieux, plus on est dans l'action, plus on a changé ses comportements, plus on adopte de comportements collectifs
militants pour essayer de changer les choses. Donc, et quel est l'état de la science sur ce sujet ? Est-ce que vous avez beaucoup de confrères et de consoeurs qui travaillent sur l'éco-anxiété ? Alors c'est un sujet qui commence à émerger depuis, on va dire, 2018-2019. C'est un peu là que sont arrivées les premières vagues d'éco-anxiété, suite aux premières canicules, en tout cas en France. Mais à l'échelle internationale aussi, c'est là que sont arrivés les premiers événements climatiques extrêmes. Et quand on traverse une canicule, on sent dans notre corps la réalité de ce changement. Et les émotions naissant dans le corps, ça fait plus facilement émerger aussi les émotions. Et donc c'est à partir de cette date-là que se sont un peu lancés tous les principaux chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là, notamment avec l'arrivée des premières échelles de mesure d'éco-anxiété, qui ont permis donc de lancer toute une batterie d'études en lien avec ça, notamment nous permettant d'évaluer la prévalence de l'éco-anxiété dans les populations et son lien avec d'autres facteurs, notamment comportementaux dont je viens de parler. Et vous vous sentez, le terme peut-être pas le bon, mais respecté dans le milieu scientifique. Enfin, je veux dire, pourquoi on ne le serait pas ? Et non, parce que l'éco-anxiété est plus nouveau et la science peut être parfois un milieu conservateur. Donc, oui, alors la psychologie, c'est une science qui évolue beaucoup avec la civilisation, parce que vous savez qu'il y a 100 ans, on ne parlait pas du tout de burn-out, ça n'existait pas. Le burn-out, c'est arrivé dans les années 70, et ça permettait de décrire l'état émotionnel notamment du personnel soignant, les infirmiers notamment, et infirmières qui étaient beaucoup touchés par ce phénomène-là. L'éco-anxiété est un phénomène récent, mais qui est symptomatique de notre société, qui continue à aller tranquillement dans le mur, et c'est normal que ça suscite des émotions. En fait, si ça n'en suscitait pas, ça serait problématique. Donc on est respecté, pour répondre à votre question, on est respecté, oui, parce que c'est un nouveau phénomène. Moi, quand j'ai commencé ma thèse 2021, la plupart des psychologues me disaient qu'ils n'avaient pas de patients éco-anxieux. Et maintenant, aujourd'hui, c'est rare ceux qui n'en ont jamais eu. Donc, et vous parlez de 2021, donc en seulement 4 ans. Ouais. Donc il y a vraiment il y a aussi le fait qu'on parle du phénomène fait que les personnes peuvent se rendre compte qu'elles ont un problème en lien avec ça et qu'elles s'autorisent plus à aller consulter aussi. Est-ce que le Covid a eu un impact ? Vous parlez de 2021, ça correspond à peu près ? Le fait qu'on ait été chez nous, peut-être. Alors 2021, c'est la date où j'ai commencé ma thèse. C'est pas une date scientifique. Paradoxalement, le Covid a fait plutôt une baisse de l'éco-anxiété parce qu'on était préoccupé par des problèmes plus immédiats. Oui. Notamment notre vie quotidienne qui était complètement bouleversée. Et donc ça a fait passer plutôt au deuxième plan cette éco-anxiété. D'autant plus qu'il y avait quand même beaucoup de bonnes nouvelles pour le climat pendant cette période-là. Oui. Puisqu'il n'y avait plus d'avions qui volaient, moi je sais que j'ai vu revenir des animaux en ville, ça m'a fait beaucoup plaisir et donc ça va plutôt atténuer mon éco-anxiété. Enfin, les gens ne consommaient plus, quoi. Ah oui, non, je posais la question, parce que, alors c'est vrai que cette année-là, on a eu environ 6,5% de baisse des émissions de CO2, très bonne nouvelle. Bon, à quel prix, j'ai envie de dire, mais bonne nouvelle. Et même en termes de santé environnementale. Alors, à l'époque, je ne vivais pas dans le même appartement, je vivais dans un appartement qui donnait sur un boulevard, énormément de voitures, beaucoup de pollution. Et il se trouve que pendant 2 mois, plus un bruit. Les oiseaux étaient revenus, le ciel était bleu. Et c'est pour ça que je vous posais la question, finalement, est-ce que paradoxalement, ça ne peut pas accélérer l'éco-anxiété en se disant « Ah mais en fait, si on changeait de mode de société, ça irait mieux ». Oui, je pense que c'est un peu le retour de ces voitures qui a été très compliqué pour tout le monde parce que en fait, le business est reparti comme d'habitude et on avait tous eu l'espoir qu'il y ait eu un vrai changement du fait de... je pense qu'il y en a eu quand même intrinsèquement parce que les gens se sont retrouvés face à eux-mêmes dans leurs appartements à réfléchir à leur vie, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de bifurcations qui ont pris naissance dans cette période du Covid et qui montrent leurs effets maintenant. C'est pas facile de changer complètement de mode de vie, donc on est obligé de repartir un peu dans nos vies quotidiennes, mais ça a quand même semé des graines, je pense, à ce moment-là. Hélène Jalin, je vais vous poser les 2 questions que je pose toujours à mes invités en fin d'émission. C'est au nom de la lutte contre le changement climatique, de quoi seriez-vous prête à vous passer ? Et à chaque fois, j'insiste sur le fait que c'est quelque chose auquel vous tenez. C'est pas juste enlever un vêtement comme ça. Et de quoi vous ne seriez absolument pas prête à vous passer au nom du changement climatique. Et je viens toujours armé de ma petite part de flanc
puisque moi je ne pourrais absolument pas me passer d'une part de flan, et donc c'est pour ça aussi que j'aime bien aller à la rencontre des gens, parce qu'à chaque fois je tombe sur des boulangeries, des pâtisseries différentes. Alors je commence à devenir vraiment expert en flan, vraiment, je pourrais en faire une reconversion. Celui-ci a l'air excellent. Ah super, voilà, donc, merci beaucoup. Donc je vous laisse le manger quand bon vous semblera, et je vous laisse me répondre autour de cette pâtisserie. Moi j'ai fait il y a 2 ans un voyage en vélo pendant 6 mois, et je me suis rendu compte qu'en fait pendant ce voyage que j'étais prête à me passer de plein de choses, que rien n'était vraiment indispensable. 6 mois de voyage à vélo ? Ouais. Vous êtes allé où ? On allait jusqu'en Grèce. Ça fait un bon voyage. Ouais, c'était un très très beau voyage. En fait, quand on vit des choses, je pense que je me suis rarement, jamais, sentie aussi intensément vivante que pendant ce voyage. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que finalement le confort était pas si indispensable que ça dans nos vies. On faut quand même avoir un bon duvet, c'est peut-être de ça dont je pourrais pas me passer. Je suis assez frileuse. Et aussi j'ai emmené ma guitare. Donc je pense que c'est peut-être les deux choses. Je sais pas si c'est très en lien avec le changement climatique. 6 mois de vélo avec une guitare, Ouais. C'est pas mal, ouais. C'est encombrant quand même, une guitare. C'est une petite guitare qui permet de voyager. C'est un ukulélé. Un peu plus gros. On a fait un intermédiaire. Mais oui, finalement, on peut se placer de plein de choses. Et de quoi vous ne pourriez absolument pas vous passer votre Madeleine de Proust? Mais je sais pas si j'en ai, en vrai. Vous pourriez vous passer de tout. Je pense. À part d'une tente, un abri, un duvet et un vélo, ouais. Alors ça peut être quelque chose aussi d'immatériel, hein. Dans les précédents épisodes, on m'a déjà dit des droits, du savoir, du bien-être. Livres. Je pourrais pas me passer de livres. Ouais. Je pourrais pas me passer de la lecture et de la musique. Mais c'est des choses qui, je sais pas si c'est si consommateur en énergie ou à produire. Non, mais c'est quelque chose auquel vous tenez. Ouais. Est-ce que vous avez justement, en parlant de musique et de lecture, des artistes, que ce soit auteurs, autrices, guitaristes, saxophonistes, que vous voulez, qui vous ont inspiré dans ce domaine? Non, il y en a pas mal, des auteurs qui m'ont inspiré. En lecture, oui. Après, en artiste, moi, j'étais très inspirée par... je sais pas si on peut parler d'une artiste. Par Johanna Messi, dont vous avez peut-être entendu parler, qui vient de mourir, qui est la fondatrice d'un peu du courant du travail qui relie, un courant de l'éco-psychologie. Et donc, ils mettent beaucoup d'art, de chansons, de danse dans cette démarche. Le travail qui relie, c'est un peu une série d'ateliers qui permettent de se reconnecter au monde vivant, de transcender son éco-anxiété, d'accueillir des émotions difficiles. Donc cette femme était une anthropologue, elle vient de décéder, c'est vraiment une grande dame qui m'a beaucoup inspirée. Et l'action du travail qui relie, donc continue, comment ça fonctionne? En fait, il y a pas mal... Alors, le travail qui relie, c'est quelque chose c'est un atelier qui peut se faire sur 2 heures comme peut se faire sur 10 jours. Donc il y a pas mal de gens qui sont formés maintenant à l'animation du travail qui relie. Et donc vous pouvez sur Internet facilement trouver des dates de week-end. Je pense que c'est le meilleur dispositif, c'est plutôt le week-end. Du travail qui relie, qui se passe en général dans un lieu de nature, avec un groupe, et qui est vraiment une expérience extrêmement riche à vivre sur le plan individuel et collectif. Donc je vous le recommande. Eh bien, parfait. Eh bien, on se quitte sur cette recommandation du travail qui relie. Merci beaucoup, Hélène Jolin. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous avez découvert que vous étiez éco-anxieux ou que le sujet vous a tout simplement intéressé, parlez-en autour de vous, partagez les épisodes sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de les noter et de les commenter sur Spotify et Apple Podcast. Nous approchons à grands pas de l'événement climat de l'année, la COP30. Alors qui dit événement spécial dit épisode spécial. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines pour le découvrir. Merci pour votre fidélité et à très vite.